Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Pour maintenir le cap de l'émergence à l'horizon 2035, le président de la République du Cameroun mise sur une stratégie nationale de développement. Elle vise à mettre en place les conditions favorables à la croissance économique et l'accumulation de la richesse nationale. Elle compte également veiller à obtenir les modifications structurelles indispensables pour l'industrialisation du Cameroun et l'amélioration des conditions de vie des populations. Cependant, ces différentes orientations de la stratégie gouvernementale visant un taux de croissance de 8% sont-elles pertinentes au regard de la qualité de la gouvernance au Cameroun? La planification stratégique est-elle à la hauteur des objectifs de développement durable? Pour analyser et décrypter cette stratégie nationale de développement, je reçois sur ce plateau Edmond Kouyaté. Edmond, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonne année. Bonne année également à vous. Et bonne année à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous pour cette première de Tendance économique pour l'année 2021. Vous avez suivi le président de la République le 31 décembre 2020 annoncer un taux de croissance de 8% que le Cameroun pourrait atteindre en mettant en œuvre une stratégie nationale de développement. Que pensez-vous d'une telle annonce ? Déjà Cédric, j'avoue que j'ai été un peu surpris par l'annonce du chef de l'État. Je ne sais pas comment il a réussi à annoncer, n'est-ce pas, un taux de croissance de 8% à un moment où le monde entier, je vais dire même ceux qui tirent un peu la richesse mondiale vers le haut, revoient leur tendance à la baisse. Je vais parler par exemple de la Chine qui avait ordinairement annoncé un taux de croissance de 8% pour l'année 2021-2022, mais qui aujourd'hui a revu à la baisse à 4,9%. La zone euro est à 3,3% et la tendance mondiale est à 3,7%. Ça, c'est un peu ce qui, je vais dire ça, c'est la tendance globale. Et il faut dire, pour le cas du Cameroun, rappeler un peu le contexte économique qui est le nôtre. Il faut dire que depuis un certain temps, il y a une juxtaposition et mieux une superposition, n'est-ce pas, de conjoncture à la fois exogène et endogène. Sur le plan endogène, vous avez la crise qui dure depuis 2014-2015 et qui a obligé les chefs d'État à se réunir à Yaoundé et avec, n'est-ce pas, le ministre français du budget, de l'économie, le ministre, la directrice du FMI, Madame Christine Lagarde, et qui à terme, n'est-ce pas, ont décidé de placer la zone CEMAC parmi lesquelles le Cameroun sur un plan d'ajustement budgétaire. Nous y sommes, c'était un plan triennal qui devait finir en 2019, nous y sommes encore, et donc nous n'en sommes pas encore sortis. Ça veut tout simplement dire que nous n'avons pas satisfait toutes les exigences, n'est-ce pas, de ce programme-là. Nous y sommes encore. Toujours sur le plan endogène, il faut savoir que nous avons connu deux guerres, la guerre de l'extrême nord et la guerre aujourd'hui dite crise anglophone qui a obligé, n'est-ce pas, l'État à reconnaître trois régions sinistrement, économiquement sinistrées. Je vais parler là du nord-ouest, je vais parler du sud-ouest et je vais également parler de l'extrême nord. Donc ce sont trois zones économiquement sinistrées. Et pour la gouverne de vos téléspectateurs, quand on parle de zones économiquement sinistrées, ça veut dire que ce sont des zones où la production et la consommation ont atteint un niveau ont atteint le niveau le plus bas possible. Ça veut dire qu'en termes même de prélèvement fiscal, l'État ne peut plus rien prélever là-bas et en termes de production, l'outil est complètement détérioré. Et donc, il y a enfin la crise exogène qui est, n'est-ce pas, celle dans laquelle nous sommes encore. Je vais parler là de la pandémie de Covid-19. Vous savez que ça a fait beaucoup de mal, non pas seulement à l'économie nationale, mais à l'économie internationale, parce que ça a ralenti beaucoup, ça a ralenti énormément, n'est-ce pas, l'activité industrielle dans le monde. Et ce qu'il faut savoir, ce qui m'a un peu étonné, quand j'ai suivi l'annonce du chef de l'État, je me suis demandé est-ce que ses collaborateurs ont fait un travail de fond pour lui dire jusqu'à quel niveau, n'est-ce pas, cette crise dans laquelle nous sommes encore, jusqu'à quel niveau ça a entamé les économies, pas seulement nationales mais mondiales. Tenez par exemple, est-ce qu'il connaît la perte d'activité que nous avons connue au Cameroun? Parce que dans le monde, on a connu des pertes d'activité entre 10 et 40%. Et vous savez que quand
quand on atteint 40% de perte d'activité, on parle de récession. Donc techniquement, le Cameroun même devrait être en récession. Mais justement, les derniers chiffres du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, font état de ce que le Cameroun est en récession, avec un taux de croissance négatif pour l'année 2020. Lorsqu'on analyse ces différentes crises multiformes qui secouent le Cameroun, est-ce que ce taux de croissance basé sur une vision, un scénario, vision à l'horizon 2030 de 8% est réaliste? Non, ce n'est pas réaliste. Et nous allons voir pourquoi. Au jour d'aujourd'hui, et vous avez compris pourquoi le chef de l'État ne s'est pas aventuré à parler des chiffres dans son annonce. Il ne pouvait pas le faire. Et je ne sais pas qu'est-ce qui lui a fait dire une telle incongruité en annonçant une croissance de 8%. Comment est-ce qu'on atteint la croissance? Il y a deux façons d'atteindre la croissance. La croissance, pour vos téléspectateurs, pour sortir des termes hermétiques, la croissance suppose tout simplement l'augmentation des richesses. Il y a deux façons, n'est-ce pas, d'atteindre la croissance. Soit vous investissez massivement dans les secteurs productifs, soit vous relancez la consommation. Pour ce qui est soit vous relancez par la consommation. Pour ce qui est de la relance par la consommation, le Cameroun ne peut pas oser relancer par la consommation. Pourquoi? Parce que le Cameroun ne produit rien. Nous sommes fortement dépendants de l'importation en matière, n'est-ce pas, des produits de consommation. Que ce soit les produits de base ou alors les autres produits, les produits de haute facture. Nous ne fabriquons rien. Et donc, même si vous mettez de l'argent à la disposition des Camerounais pour consommer, ça va plutôt profiter à l'industrie, n'est-ce pas, internationale. Ça ne va pas profiter au Cameroun. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de procéder à, n'est-ce pas, à un investissement massif dans des secteurs productifs. L'agriculture, par exemple. Justement, Edmond, avant qu'on arrive à la phase des propositions, oui, j'aimerais qu'on puisse analyser point par point les stratégies gouvernementales qui sont contenu dans la stratégie nationale de développement. Oui. Il y a par exemple, le gouvernement propose une politique de substitution des importations et celle de promotion des exportations en s'appuyant sur les avantages comparatifs du Cameroun. Une telle orientation peut-elle permettre au pays de voir sa croissance rebondir ? Revenons un peu sur nos chiffres d'exportation de l'année 2019, parce qu'on ne peut pas prendre les chiffres de 2020, c'est essentiellement médiocre. On va prendre l'année 2019 où le Cameroun a connu une certaine embellie. Nous avons 7 produits d'exportation principalement. Le premier, c'est en tête de peloton, nous avons les hydrocarbures. C'est 41,8% de nos exportations. Et je dois vous rappeler qu'en 2020, nous avons fait un total de 2392 milliards, n'est-ce pas, d'exportation. En tête, comme je vous le disais, il y avait les hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole brut et, n'est-ce pas, le gaz. Vous savez que Perenco a installé une unité de production flottante qui nous permet d'exporter le gaz naturel liquéfié. Donc, il y avait le pétrole et le gaz, 41,8%, suivi, n'est-ce pas, du cacao, 12,1%. Ensuite, il y a le bois scié, qui est de 7,8%. Ensuite, vous avez le bois en grume, qui est de 5%. Enfin, vous avez le coton, qui est de 3,4%. Prenons chaque secteur. En termes d'hydrocarbures, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne pouvons plus compter sur les hydrocarbures pour booster les exportations parce que nous importons plus en termes d'hydrocarbures que nous n'en exportons. Je vous prends par exemple les chiffres. Il faut savoir qu'en termes d'importation, nous avons importé le carburant pour 1400 milliards l'année dernière. 1400 milliards. Et en exportation, nous avons fait 1200 milliards. Ça veut dire que nous avons importé plus que nous n'avons exporté des hydrocarbures. Prenez le cacao. Vous risquez de ne pas atteindre les 12,1% de cacao. Pourquoi? Parce que le plus grand bassin de production de cacao, c'était le sud-ouest, contrairement à ce que les gens pensent. Ce n'est pas le sud, c'est le sud-ouest. Et donc, vous avez aujourd'hui cette zone-là qui ne produit plus. Donc, vous n'allez même pas atteindre les 12,1% que vous avez fait l'année dernière. Pourquoi? Parce que la campagne de cette année ne s'est pas faite, justement, vous savez, parce qu'il y a une crise là-bas. Donc, vous n'allez pas atteindre 12,1%. Vous allez osciller entre 5
au plus 6%, qui est, n'est-ce pas, la zone du sud. Si vous prenez ensuite le bois, vous savez que l'État perd énormément d'argent dans le bois parce que c'est un secteur qui rentre dans la mafia. Vous avez suivi, n'est-ce pas, les chiffres que le gouvernement a lui-même donnés dernièrement. Il reconnaissait qu'il perdait énormément d'argent dans ces secteurs, que ce soit le boissier, que ce soit le bois en grume. Déjà, je ne sais pas pourquoi le Cameroun n'arrive pas à respecter ses propres lois en matière d'interdiction, n'est-ce pas, d'importation, d'exportation des bois en grume. Ensuite, vous avez le coton, c'est 3%. Nous sommes les derniers en matière d'exportation de coton. Il avait été recommandé justement pour aller dans le sens du gouvernement, n'est-ce pas, d'inciter, n'est-ce pas, la transformation sur place. Nous n'en sommes pas là. Et donc, quel est le produit, par quelle alchimie est-ce que le gouvernement entend booster l'un de ces secteurs-là, que ce soit le pétrole, que ce soit le bois, que ce soit, n'est-ce pas, on ne parle pas de la banane parce que celui qui nous permettait de faire encore des devises avec la banane, c'était la CDC. Ils ont commencé, il y a eu une légère reprise qui leur a permis d'avoir 580 tonnes de bananes parce que la banane de PHP, ce n'est pas notre produit, c'est la banane française dont nous ne pouvons pas compter cela comme notre produit. Et donc, celui qui nous permettait d'engranger encore avec le palmier à huile, avec le caoutchouc et avec de la banane, c'était la CDC. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui le sort de la CDC. Et donc, comment est-ce que vous comptez véritablement booster, n'est-ce pas, les exportations? Justement, c'est la question qui se pose avec acuité lorsque le gouvernement dit dans le SN, la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, que le secteur primaire connaîtra une croissance annuelle moyenne de 8,2% en misant sur le sous-secteur agriculture et élevage. Dans ce document, il dit avoir identifié même les filières porteuses: coton, cacao, café, huile de palme, sucre, caoutchouc, banane, plantain. Est-ce que vous y croyez au regard des premiers projets visant à professionnaliser ces filières qui avaient été annoncées depuis une quinzaine d'années au Cameroun? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que ça fait un peu plus de 10 ans que l'État a mis beaucoup d'argent dans des agropoles banane plantain. Aujourd'hui, c'est abandonné, ça n'a rien produit. On a mis beaucoup d'argent dans des agropoles production de manioc. Aujourd'hui, c'est abandonné. On a mis beaucoup d'argent dans des agropoles, dans d'autres agropoles qui sont aujourd'hui abandonnés. Et donc, je me demande par quelle alchimie est-ce que nous allons ressusciter. Tenez par exemple, pour l'année 2019 toujours, nous avons importé 500 milliards de céréales. Quand je dis céréales, en tête de peloton, vous avez du riz. Nous avons importé pour 243 milliards seulement de riz. Alors, si aujourd'hui l'État veut être sérieux, il faudrait déjà qu'il commence par, n'est-ce pas, se pencher sur les produits qui creusent le déficit, n'est-ce pas, de la balance commerciale de l'État. Il y a le riz, il y a le blé, il y a le maïs. Pourquoi? Parce que nous importons ces produits alors que dans les années 80, le Cameroun avait atteint un niveau de production, n'est-ce pas, dans ces produits-là, avec par exemple la Sodéblé qui produisait beaucoup de blé, avec la Semri, avec la Sodéri, avec, n'est-ce pas, le maïs cam et avec la Semri. Donc toutes ces sociétés-là, si l'État veut être sérieux, il faudrait qu'il rentre tout simplement, revoie ces stratégies qui avaient été mises en place dans le plan quinquennal de 1975 et qui avaient permis la mise en place, n'est-ce pas, de toutes ces sociétés. Ça marchait, c'était opérationnel. La Sodéblé marchait, la Sodencam marchait, ça a été liquidé, je crois, dans les années 80. La Sodéblé également marchait, Semri marchait, Maïscam marchait. Si aujourd'hui l'État veut être sérieux, il faudrait que dans un document, n'est-ce pas, de planification stratégique, il ne faudrait pas que ce soit seulement des annonces de bonnes intentions, mais il faudrait que l'État nous dise que j'ai identifié les bassins de production de riz, j'ai identifié les bassins de production de blé, j'ai identifié les bassins de production de maïs, j'ai identifié les bassins de production de tous ces produits que nous importons, parce que je vous l'ai dit, nous avons importé pour les produits alimentaires pour 875 milliards l'année passée. Alors, principalement les céréales, principalement le riz et autres. Alors, si l'État aujourd'hui veut se montrer sérieux, il faudrait que dans un document de planification stratégique, qu'on nous donne les bassins de production qu'on a identifiés, qu'on nous donne, n'est-ce pas, je vais dire les quantités, le potentiel de production de ces bassins-là, et qu'on nous fixe un chronogramme. C'est-à-dire qu'on se dise, par exemple, qu'horizon 3 ans, nous voulons réduire l'importation de riz de, je ne sais pas, de 40%. Qu'on dise, par exemple, horizon 5
5 ans, nous voulons réduire n'est-ce pas, l'importation de blé de 60%. Et ce que ça permette que ça devienne une boussole pour que les opérateurs économiques puissent, n'est-ce pas, voir s'ils peuvent se convertir au lieu d'importer, n'est-ce pas, se jeter dans la production. Parce que quand l'État annonce des objectifs à atteindre, il dit également les moyens qu'il entend mettre en place pour les atteindre. Quand on parle de moyens, ça peut être des subventions, ça peut être des facilitations fiscales, ça peut être des allègements fiscaux, ça peut être, n'est-ce pas, des facilitations à l'importation, ça peut être des facilitations à l'acquisition des outils de transformation locale. Par exemple, si vous voulez vous faire dans la production du riz, l'État peut dire comme moi, je vous facilite dans l'acquisition des décortiqueuses, par exemple, c'est-à-dire de l'usine qui va vous permettre de décortiquer le riz. L'État peut dire, je vous donne des facilités dans ce sens-là. Il faudrait que ce soit bien connu, de manière en sorte que même les prévisionnistes, en élaborant, n'est-ce pas, les lois de finances, qu'ils tiennent compte que l'État ne considère plus cela comme des niches, n'est-ce pas, comme des niches où on peut prélever des impôts. Il faudrait que ce soit bien défini. Alors Edmond Kouyaté, lorsque le gouvernement se présente comme un État stratège et pragmatique, en misant sur la mise en place d'un système de transformation locale des matières premières soutenu par la commande publique, est-ce qu'une telle stratégie soutenue par la commande publique suffit-elle toute seule à pouvoir créer cet environnement industriel dont le Cameroun a besoin? Non. La commande publique ne peut pas être le seul élément incitatif à la mise en place de l'industrie dans le secteur privé. Ça ne peut pas être le seul élément. D'abord, la première des choses qu'il faut faire, c'est de favoriser la création, la mise en place d'une classe moyenne qui ait un pouvoir d'achat pour pouvoir consommer. Si par exemple aujourd'hui, nos amis chinois nous donne un bel exemple en la matière. Vous savez que les relations très difficiles que Donald Trump, l'administration Trump a imposées à la Chine, les a amenés à revoir, n'est-ce pas, leur stratégie en matière, n'est-ce pas, d'industrialisation. Ils se sont dit, à défaut de miser sur le marché international, sur le marché américain par exemple, ils se sont dit dans leur dernier plan quinquennal qui a été adopté par les 364 membres, n'est-ce pas, du comité central du Parti communiste chinois, c'était entre le 27 et le 29 octobre passé, ils se sont dit dans ce document-là qu'en 2028, ils doivent créer une classe moyenne, n'est-ce pas, de 722 millions de Chinois. 722 millions de Chinois, c'est près, n'est-ce pas, des 743 millions, n'est-ce pas, de la population de l'Union européenne, de l'Europe, inclus, n'est-ce pas, la Russie. Et comment on crée une classe moyenne? Comment est-ce qu'on crée une classe moyenne? Justement, c'est en développant la richesse. Je vous ai par exemple tantôt dit qu'il fallait mettre en place, n'est-ce pas, des stratégies pour l'industrialisation. Lorsque vous créez de la richesse sur place, ça permet, n'est-ce pas, qu'une classe moyenne, parce qu'une classe moyenne, ce sont des gens qui vivent, n'est-ce pas, avec un pouvoir d'achat assez acceptable dans la société. Alors, lorsque vous avez un pays comme le Cameroun, où, n'est-ce pas, la pauvreté est galopante, où le chômage côtoie les 50%, où le sous-emploi va chercher entre 80 et 85%, où, n'est-ce pas, le secteur réel même de l'économie s'est effondré, où la durée de vie d'une PME ne dépasse pas, l'espérance de durée de vie d'une PME ne dépasse pas 3 ans, comment est-ce que vous allez créer une classe moyenne? Vous avez, n'est-ce pas, deux pôles, vous avez une classe qui est extrêmement pauvre et une autre classe qui, par le biais de corruption, richesse, détournement et vol, deviennent extrêmement riches. Et malheureusement, cela ne constitue pas plus de 10%, n'est-ce pas, de la société, tandis que les 90% s'appauvrissent davantage. Donc, pour créer une classe moyenne, il faut réduire les écarts de la société en créant de la richesse, en industrialisant et en faisant reculer, n'est-ce pas, le chômage. C'est comme ça qu'on crée la pauvreté, qu'on crée une classe moyenne. Mais tant que vous entretenez la pauvreté, tant que vous ne travaillez pas sur l'industrialisation, tant que vous, n'est-ce pas, vous ne permettez pas l'éclosion, l'émergence des entreprises, des PME et des PMI, vous n'allez pas créer une classe moyenne et donc forcément vous ne pouvez pas compter sur vos propres populations pour consommer. Donc aujourd'hui, pour inciter l'industrie, il faudrait déjà pouvoir créer une classe moyenne qui va consommer et ensuite
compter sur la sous-région, parce que lorsque vous avez satisfait les besoins internes, maintenant il faut aller chercher des marchés ailleurs. Il faut, n'est-ce pas, compter sur la sous-région. Il faut penser également à développer, n'est-ce pas, des partenariats sérieux. Au lieu, par exemple, de développer un truc comme les APE, aller développer, par exemple, des partenariats avec un voisin qui est géant, qui s'appelle le Nigeria, qui a un pouvoir d'achat, qui a des citoyens avec des pouvoirs d'achat acceptables, parce qu'ils vont bientôt atteindre 350 millions au même titre que les États-Unis. Il faut, par exemple, aller chercher à nouer des partenariats avec la RDC, qui fait 150 millions d'habitants et qui est important, et qui a un potentiel de consommation important. C'est comme ça qu'il faut inciter, n'est-ce pas, l'industrie. Donc, au lieu de dire que l'État à lui seul va pouvoir absorber l'essentiel de la production venue des industries, des privés, c'est pas très incitatif, ça. Alors, vous parlez des classes moyennes qui riment avec pouvoir d'achat. Mais le constat qui est fait au Cameroun, c'est le faible développement du système monétaire. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation? Vous avez, en plus des autres difficultés que nous avons, vous avez une structuration monétaire qui nous est très défavorable. D'abord, sur le plan même des exportations, nous avons une monnaie qui est arrimée au CFA, à l'euro, et qui joue un peu comme une taxe à nos exportations, parce que nous ne sommes pas compétitifs lorsqu'il faut exporter. Si par exemple nous voulons vendre notre coton, c'est indexé sur l'euro, alors que les Chinois c'est indexé sur le yuan, donc du coup nous ne sommes pas compétitifs. Par exemple, quand on veut vendre le cacao, nos amis de l'Amérique du Sud, ils ont une monnaie qui est très très faible et du coup ils sont plus compétitifs que nous. Et en plus de cela, cela se joue un peu comme une subvention à nos importations. C'est pour ça que nous avons une tendance à beaucoup importer. Nous avons importé cette année pour 3 875 millions. 3 000 milliards 875 millions. Ça, c'est le taux de nos importations. Et en plus de cela, maintenant, vous avez, et ça c'est le plus important, vous avez ce que nous appelons ratio PIB sur crédit, qui est très faible. Chez nous, c'est de l'ordre de 15%. Le ratio PIB sur crédit, pour vos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est le baromètre qui permet de mesurer le taux, n'est-ce pas, de monnaie, c'est-à-dire que la monnaie en circulation dans une économie. C'est un peu comme on dirait la masse monétaire déployée dans une économie. Chez nous, c'est 15%. C'est trop faible. Alors qu'en Malaisie, par exemple, on est à 111% du PIB. Pourquoi au Cameroun, alors que les banques sont surliquides selon les annonces officielles faites par les autorités monétaires, pourquoi il y a ce faible ratio du crédit à l'économie par rapport au PIB? Alors, il faut très bien l'expliquer parce que j'ai souvent entendu beaucoup de gens dire que les banques sont surliquides et donc les banques devraient, n'est-ce pas, donner beaucoup de crédit. Non, il ne faut pas en vouloir aux banquiers. Le banquier est lui-même tributaire de notre système monétaire. C'est pourquoi lorsque nous disons qu'il est urgent, qu'il est impératif de sortir du franc CFA parce qu'il n'y a pas de perspective de développement avec le franc CFA, les gens pensent que ce sont des chimères. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez bien fait de le dire. En Malaisie, par exemple, le ratio PIB sur crédit est de 120%. En Angleterre, c'est 200%. Au Japon, c'est 220%. Ça, c'est le ratio PIB sur crédit. Parce qu'ils sont libres de leur monnaie. Nous ne sommes pas libres de notre monnaie et donc nous ne décidons de rien. C'est donc ça le problème. Et l'autre problème, n'allez pas croire que ce sont les banques qui sont surliquides, qui refusent de faire des prêts. Non, ce n'est pas vrai. La surliquidité des banques n'est pas un indicateur de performance économique ou de performance financière. Non, il faut oublier ça, il ne faut plus jamais le dire. Pourquoi? Parce que les banques sont liées, les banques en dehors de leurs réserves personnelles ont des réserves qui sont constituées des dépôts des clients. Et en matière, n'est-ce pas, de dépôt, les banques ont deux types de contrats avec les agents économiques. Ils ont ce qu'on appelle les dépôts à terme et on a ce qu'on appelle les dépôts à vue. Les dépôts à vue, ça veut dire que vous pouvez déposer 1 milliard le matin à 10h et à 15h, vous venez faire un chèque d'1 milliard pour retirer votre argent. La loi dit que le banquier devrait vous servir, vous remettre votre argent sans vous poser des questions. Et maintenant, il y a les dépôts à terme. Malheureusement, ce type de dépôt ne concerne
ça dit que c'est un peu rare. Ce sont les dépôts à terme, les DAT, c'est-à-dire que les agents économiques qui ont un fort pouvoir financier peuvent déposer leur argent de très fortes sommes contre une rémunération, peut-être pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans, pour 5 ans. Et là, ça permet maintenant à la banque de pouvoir tourner là-dessus pour faire des prêts aux autres agents économiques. Mais sauf que, comme je le dis, ceux des agents économiques qui ont ce pouvoir financier important pour pouvoir faire ce type de dépôt, ils sont très faibles. Et donc, vous pouvez voir que la banque, le matin, a une valeur, par exemple, de 10 milliards et le lendemain, a moins de 10 milliards, tout simplement parce que quelqu'un est venu déposer son argent le matin et le lendemain, il est venu retirer. On va pas et il y a aussi les ratios prudentiels. Il y a également, la COBAC, qui limitent les capacités de financement de l'économie. Effectivement, il y a les ratios prudentiels qui limitent, qui imposent un certain type de solvabilité, qui demande que les banques analysent la solvabilité des clients avant de leur donner, n'est-ce pas, des prêts. Et très souvent, déterminer la solvabilité des clients dans notre contexte économique est très difficile. Et donc, les banques, du fait, n'est-ce pas, de ces règlements prudentiels-là, sont tenues parfois à ne pas prêter de l'argent. Suivant en cela les indications même du gendarme de la banque qui s'appelle la COBAC et qui tape parfois sur les doigts des banquiers lorsqu'ils accordent certains prêts. La COBAC estime que ça a été un peu zélé. Alors Edmond, il y a un enjeu important pour le Cameroun, c'est la création de l'emploi. Vous avez indiqué les taux élevés de chômage et de sous-emploi au Cameroun. Le gouvernement, lui, il veut utiliser le levier de la commande publique une fois de plus, notamment en matière d'investissement, pour promouvoir l'emploi à travers des projets à haute intensité de main-d'œuvre. Est-ce que cet instrument est le seul qui pourrait garantir une création des emplois au Cameroun, un pays où il y a 3 régions économiquement sinistrées, où la pauvreté a avancé dans au moins 4 à 5 régions sudistes dans le pays? Il faut que le gouvernement soit très sérieux lorsqu'il veut faire des annonces. Il ne faut pas que le gouvernement pense que à côté, il y a une bande de ploucs à qui on peut dire certaines choses et ça passe comme ça. Il faut que le gouvernement soit très sérieux. Qu'est-ce qu'ils appellent, n'est-ce pas... projet à haute intensité de main-d'œuvre pour la création des emplois. Qu'est-ce qu'ils appellent projet à haute intensité de main-d'œuvre? Non, il y a que j'ai souvent entendu des termes un peu rebarbatifs de la part du gouvernement. Ils sont partis des projets structurants. Ça ne veut absolument rien dire. Parce que tout projet par nature est structurant. Parce que lorsque vous faites un projet, c'est parce que vous voulez structurer quelque chose. Alors, nous, on parle de projets structurels. Parce qu'un projet structurel, c'est celui qui, bien mené, lorsqu'il est implémenté, il devient une partie intégrante de votre structure macroéconomique. C'est pour ça que nous, on parle de projet structurel. Donc après, ils développent souvent des termes comme ça, il faut faire très attention. Pour développer l'emploi dans un pays, comme je vous l'ai dit, cela participe de plusieurs choses. D'abord, la formation à la base. Vous êtes dans un pays où vous n'avez jamais vu un entretien, vous n'avez jamais vu une concertation entre le ministère de l'Enseignement supérieur qui est supposé former les citoyens et le patronat, par exemple, pour savoir quel est le type de formation dont ils ont besoin. Et donc, on forme les gens pour les former comme ça là. Vous êtes dans un pays où vous avez, n'est-ce pas, plusieurs institutions qui forment des ingénieurs en commençant par la plus réputée parmi elles, Polytechnique, qui forment des ingénieurs, mais dont on ne sait pas trop à quoi ils nous servent. Et nous sommes toujours dépendants, n'est-ce pas, de l'importation. On ne fabrique rien, on ne produit rien. Non. Pour gagner de l'emploi, il faut commencer par la formation. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, avoir de l'emploi dans un pays où les gens sont formés, ils ne savent pas pourquoi ils sont formés. Il faudrait qu'à la base, qu'il y ait une formation qui réponde aux exigences de l'heure sur le marché de l'emploi. Il faudrait par exemple que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on fait une planification, on dit... Nous avons identifié des bassins de production, par exemple pour le riz. Nous voulons produire, au lieu d'importer 849 000 tonnes de riz comme nous avons importé l'année dernière, nous voulons, horizon 5 ans, pouvoir produire 600 000 tonnes de riz pour suppléer à l'importation. Et dans ce cas, on doit se tourner vers le ministère, on doit comprendre que il nous faudra dans 6 ans, par exemple, 200 ingénieurs agronomes, 200 ingénieurs, par exemple, de conception pour les machines, n'est-ce pas, pour certaines machines, pour la maintenance des machines et pour l'entretien des machines.
on va le savoir. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut un document de planification stratégique. Il faut très bien que les gens comprennent de quoi il est question, parce que c'est une boussole qui permet à tout le monde de prendre des décisions. Ça permet au ministre de l'Enseignement supérieur de se tourner vers les institutions qui forment, vers les écoles qui forment, pour leur dire, écoutez, nous voulons 200 ingénieurs dans tel domaine, n'est-ce pas, je vais dire dans 5 ans. Nous voulons des ingénieurs mécaniques, nous voulons 100 ingénieurs mécaniques dans 6 ans. Nous voulons tel nombre d'ingénieurs, nous voulons tel profil, n'est-ce pas, dans 3 ans. Et encore que la place de la formation professionnelle et des formations techniques reste très faible au Cameroun. Très, très faible. C'est moins de 20% pour l'enseignement supérieur et moins de 15% pour l'enseignement secondaire. Alors comment un pays peut-il se développer sans mettre l'accent sur la formation professionnelle et la formation technique? Déjà, pour comprendre que nous ne sommes pas sérieux, c'est la configuration de notre gouvernement. Vous avez pris l'éducation, vous avez charcuté éducation de base, éducation secondaire, éducation technique, éducation, je ne sais pas quoi, supérieure, et cerise sur le gâteau, vous avez détaché la recherche, n'est-ce pas, de l'enseignement. Comment vous faites ça? Mais Cédric, très sincèrement, dites-moi un peu, est-ce que de votre mémoire, vous avez déjà entendu qu'il y a une cuvée, qu'il y a un produit au Cameroun qu'on utilise, qui est le résultat, n'est-ce pas, d'un projet, d'une cuvée d'ingénieurs sortis d'une école? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Partout, allez au Japon, les téléphones que vous utilisez, les gadgets électroniques que vous utilisez, ce sont les TD, n'est-ce pas, des élèves de terminale. Je dis bien beaucoup de gadgets électroniques, les BIC avec infrarouge, les ceci, ce sont les TD des élèves, n'est-ce pas, de terminale. C'est avec ça que les élèves passent le baccalauréat. Vous ne pouvez pas passer un baccalauréat, n'est-ce pas, électronique au Japon, par exemple, sans avoir produit quelque chose. Non, c'est pour ça que chez eux, on passe le bac 80% pratique et 20% théorique. C'est comme ça qu'on passe le bac chez eux. Et donc, c'est des gens qui sont sérieux. Vous ne pouvez pas garantir l'emploi dans un pays si vous ne faites pas de la recherche et de l'innovation. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrête de se leurrer. Vous avez un ministre de l'enseignement supérieur qui est là depuis 16 ans. J'ai rien contre lui. Ce n'est pas, n'est-ce pas, un argument ad hominem. C'est un argument ad rem pour que lui-même il comprenne, n'est-ce pas, qu'il doit se bouger un peu. Vous avez un ministre de l'enseignement supérieur qui est là depuis 16 ans, mais qui ne peut pas vous dire, voici un projet que j'ai fait mener par une école, n'est-ce pas, supérieure de Polytechnique, ou alors toute une autre école, et qui attend par exemple un financement pour la production. Vous avez un ministre de l'enseignement supérieur qui lui-même ne peut pas vous dire, si vous lui demandez statistiquement de vous dire quels sont les ingénieurs qu'il a produits au Cameroun et qu'est-ce qu'il entend faire d'eux, il ne pourra pas vous dire. Si vous lui demandez qu'est-ce que tu entends produire dans 3 ans comme ingénieur, il ne pourra pas vous dire. Et donc, ça fait problème. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, la configuration même du gouvernement fait problème. Vous ne pouvez pas détacher, n'est-ce pas, l'enseignement supérieur des recherches. Et j'ai été encore surpris lorsque je me suis rendu compte que, n'est-ce pas, le budget, par exemple, du ministre de la Recherche, c'est de 8 milliards de francs. Qu'est-ce que vous faites avec 8 milliards de francs dans un pays qui veut vraiment mettre en place des choses? J'ai encore vu sur le net je sais pas, une ressortissante, je sais pas de quel pays, qui nous insultait et disait que nous, pour que nous n'ayons pas une mauvaise haleine, il faut qu'on utilise Colgate, Palmolive, Signal, qui sont des produits, n'est-ce pas, faits de chez eux. Alors ça c'est quand même grave de savoir que 60 ans après, n'est-ce pas, les indépendances, nous sommes là, nous ne pouvons même pas fabriquer la pâte dentifrice. Pourtant, les ODD demandent qu'au moins 10% du budget soit consacré à la recherche. Et lorsqu'il y a eu des rapports internationaux faits sur la capacité des pays africains et des pays occidentaux à mener des recherches, par exemple aux États-Unis, on a plus de 4000 chercheurs, doctorants qui mènent des recherches aux États-Unis. Au Cameroun, on est à moins de 1000 chercheurs enregistrés dans les différentes universités publiques. Ce gap-là, quel est l'enjeu dans le domaine de la recherche? L'enjeu, c'est tout simplement que vous ne pouvez pas vous développer. C'est ça l'enjeu. Parce que si vous détachez la recherche et l'innovation du développement, le développement lui-même devient nul. Vous vous développez comment quand vous ne faites pas de la recherche, quand vous ne faites pas de l'innovation? Ça devient nul. Je vous ai dit que si vous allez lire le plan quinquennal, par exemple, de la Chine a, par exemple, fait de la recherche et de l'innovation, n'est-ce pas, un maillon très fort de son économie qui fait en sorte qu'aujourd'hui, dans le monde, la Chine est le plus grand dépositaire des brevets. Est-ce que vous avez entendu que le Cameroun a déposé des brevets?
il ne me souvient pas. Est-ce que nous sommes dépositaires des brevets? Des brevets de quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu des Camerounais se faire insulter sur le net tout simplement parce qu'on estime que nous ne sommes pas capables de fabriquer de la pâte dentifrice. Non, mais c'est quand même grave. Donc, l'impact en termes généraux, c'est qu'il y a un encroûtement, il y a une fossilisation et donc il y a je vais dire qu'il y a une certaine façon de faire qui fait en sorte que nous ne pouvons pas aller vers le développement tant que nous ne mettons pas l'accent sur la recherche, tant que nous ne mettons pas l'accent sur le développement. Et donc, tous les chercheurs que nous sortons, ceux qui peuvent faire mieux, ils sortent et ils restent à l'extérieur. C'est pour ça que vous avez beaucoup de Camerounais à l'extérieur qui excellent, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'ils sont médiocres, il faut le dire. Il y a une intelligence. Le QI au Cameroun est très, très élevé et c'est reconnu internationalement. La dernière fois que j'ai lu les statistiques, ça me faisait froid dans le dos. On a près de 6000 ingénieurs Camerounais à l'extérieur. On a près de 6500 médecins camerounais à l'extérieur. C'est énorme, c'est costaud et ce sont eux qui excellent dans les plus grosses boîtes, n'est-ce pas, à l'extérieur. On devrait les utiliser ici, on devrait leur donner n'est-ce pas, la possibilité de s'épanouir ici, de travailler pour le développement du Cameroun, que ce soit dans la recherche fondamentale ou que ce soit dans la recherche d'application. Alors Edmond, la pauvreté s'est aggravée, extrême nord, région du nord-ouest, du sud-ouest aujourd'hui, l'Adamawa, le sud. Il y a ce problème de sous-emploi qui se pose avec acuité. Comment faire pour que les Camerounais sortent du chômage, en majorité des jeunes, pour que la pauvreté recule, et comment financer une telle planification stratégique? Je dois vous dire que c'est pour ça que j'ai parfois beaucoup de problèmes avec ce que nous élaborons et que nous appelons document stratégique de planification. Vous savez qu'avant le DSCE, il y avait eu un document qui s'appelait le document de stratégie pour le recul de la pauvreté. Ça n'a rien donné, ça n'a donné aucun résultat. Nous sommes sortis et en 2010, nous avons mis sur pied ce qu'ils ont appelé le DSCE, document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Et aujourd'hui, c'est la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. À l'horizon 2030. Mais il faut qu'on soit un peu sérieux dans ce pays. Alors, le document, le DSCE est arrivé à terme, c'était en 2020, parce que c'était un programme décennal qui partait de 2010 pour 2020. Alors, en 2020, nous sommes en 2021. Quelle est l'évaluation qui a été faite, n'est-ce pas, de ce document en matière d'emploi et en matière de croissance? Les sons que nous avons eus, n'est-ce pas, des chocs endogènes et exogènes, comme nous l'avons dit, mais au moins, quels sont les objectifs qui ont été atteints dans ce document? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on ne fait plus des statistiques. Et le gouvernement l'a reconnu, dans le document de la SND, il est indiqué que la situation du sous-emploi s'est dégradée et le taux de pauvreté monétaire n'a pas vraiment reculé. Après un tel constat d'échec fait par le gouvernement lui-même, avez-vous le sentiment à travers la nouvelle stratégie de développement qu'il y a eu une prise en compte des erreurs stratégiques commises ces 10 dernières années? Non, parce que la SND entendait stratégie, n'est-ce pas, nationale de développement, n'a rien de différent avec le DSCE. C'est toujours une annonce de bonnes intentions. Je l'ai dit, je suis formel là-dessus. Tant que nous n'allons pas nous asseoir, faire un état des lieux sérieusement, ce que nous appelons, n'est-ce pas, en management, le diagnostic stratégique, l'évaluation stratégique, tant que nous n'allons pas faire cet état des lieux primo et maintenant faire une planification sérieuse, définir des objectifs de manière sectorielle que nous voulons atteindre et nous donner, fixer des chronogrammes sérieux que nous devons respecter et nous donner les moyens, n'est-ce pas, d'atteindre ces objectifs. Tant que nous n'allons pas le faire, nous continuerons de faire dans la navigation à vue et d'annoncer des bonnes intentions, comme c'est le cas, par exemple, ça a été le cas déjà avec le DSCE, c'est encore le cas avec la stratégie nationale de développement, c'est des bonnes intentions. Il faut qu'on planifie, n'est-ce pas, notre économie. Il faut qu'on planifie notre développement en fonction de nos moyens, de nos réalités, de nos moyens. Si on planifie, par exemple, notre économie, nous allons nous rendre compte que nous exportons pour 1000 milliards, par exemple, d'hydrocarbures et nous importons
pour près de 1000 milliards encore d'hydrocarbures. Est-ce que c'est normal? C'est une incongruité. Si nous faisons une planification, nous allons comprendre qu'il est important de faire une extension, par exemple, de la Sonara et d'installer un craqueur qui puisse, n'est-ce pas, je vais dire, raffiner notre propre pétrole. C'est ça la réalité. Tant que nous n'allons pas le faire, nous n'allons rien comprendre. Parce que quelle est, par exemple, aujourd'hui, l'opportunité d'exporter du pétrole brut, d'importer encore du pétrole brut, parce qu'on dit que notre pétrole ne peut pas être raffiné parce que par n'est-ce pas, le craqueur qui est à la Sonara. Est-ce que ça fait du sens? Non, ça ne fait pas du sens. Tant que nous n'allons pas comprendre qu'il faille, par exemple, au lieu d'envoyer notre cacao à vendre des fèves de cacao à l'extérieur qui donnent où les autres ajoutent de la valeur ajoutée et nous les revendent très cher, tant que nous n'allons pas comprendre qu'il faille que nous mettions en place un plan d'industrialisation nationale qui intègre le secteur énergétique, parce que vous ne pouvez pas faire d'industrie sans malheureusement résoudre l'épineux problème de l'énergie, qui intègre le problème énergétique et le problème d'infrastructure. Tant que nous n'allons pas le faire et que nous allons continuer de faire un peu, n'est-ce pas, de prestidigitation comme nous le faisons, nous n'allons pas résorber le problème du chômage, nous n'allons pas résorber le problème de sous-emploi. Parce que nous avons malheureusement des gens. Le sous-emploi, c'est quoi? Il faut bien l'expliquer aux gens. C'est tout simplement accepter un emploi qui n'a aucun rapport avec, n'est-ce pas, la formation initiale. La formation initiale. Et le niveau aussi de salaire. Et le niveau de salaire, n'est-ce pas, qui correspond à votre niveau de formation. C'est ça le sous-emploi. Et c'est pour ça que j'ai interpellé le ministre de l'Enseignement supérieur pour dire arrête de sortir des cuvées, n'est-ce pas, de sociologues, arrête de sortir des masters, des licenciés, des bacheliers, des docteurs en sociologie, en machin. On n'en a pas besoin dans ce pays tant que ça. On n'a pas besoin de tant que ça dans ce pays. Les États-Unis, par exemple, parce qu'ils ont des structures pour les absorber, le FBI, la NSA et tout ça, ils ont besoin des sociologues, des analystes et autres. Mais nous, au Cameroun, quand on les forme, c'est pour les employer où il faut comprendre qu'il faut changer la formation et former les Camerounais en adéquation avec les exigences de notre développement, qu'il faut former des agronomes, des ingénieurs agronomes, qu'il faut former des ingénieurs de conception en mécanique et autres pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, participer au développement de notre économie. Merci Edmond Okaté, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci, Cédric. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.